Nous sommes drivés plus profond de nous-mêmes, nos équipes, par la mission que nous avons de transformer l'éducation en Afrique, de sortir les gens de la pauvreté grâce à l'éducation de qualité par la technologie. De 2020 à 2023, School Up a réalisé un chiffre d'affaires dépassant les 4 millions de dollars. Après avoir quitté son emploi en 2017, Pascal Kanik a lancé la plateforme d'éducation School Up en 2018 avec son associé Guy-José Letta. Rapidement, la plateforme a reçu des prix prestigieux dont le prix C-Star World de la meilleure plateforme EdTech en 2019. Développer intégralement l'homme par l'éducation, par la technologie, pour que les prochaines générations, dans les 30 prochaines années, qu'on ait des enfants qui ont de meilleures connaissances, qui savent que je peux être entrepreneur aussi, je peux aussi être médecin, je peux quitter mon village, je peux aller à Dubaï, je peux aller en France, tout est permis. Donc qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait une révolution mentale. Bonjour Pascal. Bonjour Jérémy. J'espère que vous allez bien. Très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a fait que vous puissiez quitter Vodacom et créer votre propre plateforme qui est School Up? Parce que j'avais une vision en fait. Et que cette vision était beaucoup plus importante que mon confort. Et que de nature, je m'ennuie beaucoup quand il faut tomber dans la routine, ainsi de suite. Et donc j'avais besoin de me battre et de commencer à réaliser cette vision qui m'a permis de construire avec mes collaborateurs, d'avoir School Up. Mais c'était pour une vision, aussi parce qu'il y avait une frustration. Je suis parti à Massimanimba à l'époque avec un ami. On faisait des conférences dans le cadre d'un travail de développement durable dans le Bandundu, Bas-Congo, Congo central. Et là, j'avais vu qu'il y avait des gaps entre les gens qui étaient dans des zones un peu urbaines et les gens qui étaient dans des zones rurales, qui représentent la majorité de la population en RDC. Le gap, c'était en termes de l'apprentissage qu'il y avait. Donc, ceux qui étaient en zone rurale étaient un peu mal formés parce qu'il n'y avait pas assez de ressources disponibles pour l'apprentissage. En fait, la plupart, je dis des enfants, des enseignants, n'avaient pas accès au matériel didactique, de contenu éducatif pour enseigner. Et ça me frustrait en fait parce que je me disais, bon, après, c'est plus de 80% de la population qui est là dans une situation où l'éducation n'est pas vraiment de qualité. Qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter quelque chose dans ça? Et donc en rentrant dans mon travail, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait et que je devais agir, je devais aussi être dans l'action que dans la réflexion. Je commençais à réfléchir avec la technologie. Est-ce qu'on peut permettre aux enseignants d'avoir les contenus gratuits en ligne, de qualité, sans Internet, avec ou Internet ou pas? Toutes ces questions, en essayant chaque fois de répondre à ces questions-là. C'est comme ça qu'on trouve maintenant une solution qui est la plateforme School Up, utilisée par des millions de personnes, par des milliers d'écoles. Mais c'était pour ça, en fait, de la frustration, de voir des problèmes qui persistent dans la société, mais aussi la vision, de vouloir être dans l'action. C'est ce qui m'a motivé à abandonner le confort pour me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et cette image, c'est une photo que moi-même j'avais prise en 2015 à l'inspection générale. J'étais encore chez Vodacom et j'ai posé la question à cet inspecteur-là que j'avais visité à l'inspection générale. Ce sont des archives, les parcours scolaires, ainsi de suite. Je lui avais dit, si ça prend fait, vous faites comment? Il a dit, bon, on ne sait rien faire, si ça prend fait, ça prend fait. Chacun va se débrouiller parce qu'on va tout perdre. Et moi, pour moi, c'était un gros problème. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir de l'archivage comme ça des parcours scolaires. Et aujourd'hui, cette histoire, normalement, ça n'existe plus en fait. C'est un problème qui était à l'époque, mais aujourd'hui, on a tout numérisé, tout ça. Et c'est un peu l'idée de School Up. C'est vraiment cette frustration-là, de voir qu'il y a des problèmes et que nous devons tout faire pour les résoudre. Et que moi, je crois fermement qu'en fait, on ne travaille pas uniquement pour gagner de l'argent. Il y a aussi des gens qui travaillent dans des entreprises comme employés, mais ils permettent à résoudre des problèmes de la société. Et ça, c'est respectable. Vous voyez, donc tout emploi ne veut pas dire c'est pas bon. Il y a des gens qui changent de vie sans être entrepreneurs. Et donc moi, je crois fermement que chacun dans son travail, employé ou entrepreneur, doit d'abord être motivé par le sens de la solution qu'il apporte pour les autres. Et moi, c'est ça qui m'a drivé. C'était même pas l'esprit d'être d'abord je suis entrepreneur, non. Je suis dans la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? C'est à la seule question qu'il faut répondre. Je suis dans la logique où chacun, là où il est, il peut changer de vie. Ça peut être leur mission. J'aide les gens à être dans la quiétude. Voilà, c'est la mission de chaque personne. Il y a des gens, juste par ses conseils, il peut aider les autres à être dans le confort, à être heureux. Et ça compte. Dans son travail, peut-être il prend en charge des clients et il fait que les clients se sentent bien à la fin des conversations. C'est sa mission. Donc c'est juste l'envie
de donner des solutions aux gens, à la communauté, à l'échelle locale, nationale, puis internationale. Je suis Guy-José Leta, cofondateur de Schoolab avec Pascal Kanik, avec qui nous avons commencé une aventure formellement merveilleuse en 2018. Mais avant 2018, il y a 2015-2016 où on a commencé plutôt avec la Beski, qui était l'idée originale de Pascal. Et au début, on s'était assigné pour objectif travailler la RDC qui était déjà un pays continent. À ce jour, nous pouvons dire que nous avions atteint cet objectif. 5 ans après, nous avons pensé évaluer ces objectifs-là que nous avons pu atteindre. Maintenant, les objectifs, c'est l'expansion, la croissance et l'internationalisation. Pendant ces 5 ans, on a produit énormément de plateformes dans Schoolab. Maintenant, nous avons Schoolab Molakissi, Schoolab Tab, Schoolab Prof, Schoolab RP, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Schoolab? Voilà, je commence d'abord par dire ce que n'est pas Schoolab. Schoolab n'est pas juste l'application. Donc Schoolab, c'est une société d'abord technologique qui œuvre dans les secteurs éducatifs. Parce que nous croyons déjà fermement que le développement d'une nation, d'un continent comme l'Afrique, ne passera que par l'éducation de qualité. Ça, c'est notre profonde croyance. C'est qu'on ne peut pas parler de l'Afrique développée ou du Congo développé si l'éducation de qualité n'y est pas. Et donc, dans Schoolab, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une suite de solutions, des services pour les systèmes éducatifs. Quand je parle du système éducatif, je pense que tous les acteurs du système peuvent se retrouver dans Schoolab. Les enseignants se retrouvent avec leur application Schoolab Prof qui leur permet de passer à la gestion moderne de leurs activités quotidiennes. Donc tout ce que l'enseignant, par exemple, peut faire en classe sur le papier et cumuler des feuilles de papier pendant des années et des années. Avec notre application Schoolab Prof, par exemple, un enseignant peut commencer à faire tous les registres de présence de chacun de ses cours, les journaux de classe, les communications avec les parents, tout ça. Donc en fait, tout ce que l'enseignant fait annuellement, nous avons mis ça dans une application pour l'enseignant. Et donc il peut faire tout ce qu'il fait chaque jour au quotidien, il fait tout et que des années après, il retrouve tout ce qu'il a fait sans avoir la paperasse qui s'entasse. C'est parce que tu vois, ça devient des cahiers, des feuilles, des 10 ans qui deviennent sales. C'est un confort. Donc nous donnons le confort à l'enseignant à travers Schoolab. Et ce qui est intéressant, Schoolab, c'est aussi une technologie made in Africa, adaptée au contexte africain. Ça veut dire que nos applications ne sont pas conditionnées par la connexion Internet pour fonctionner. Nos applications tournent même là où il n'y a pas de réseau. Pas de réseau, il n'y a pas de problème. Le prof qui a Schoolab, il fait toute l'année scolaire, il travaille, sans problème. Il suffit qu'il ait même un petit téléphone, il travaille. Il fait tout dans son petit téléphone avec Schoolab. Il a même des contenus, pour l'aider à avoir plus de matière, offline, sans connexion. Et même, vous allez dire, bon, après l'électricité, on a la même solution. On amène des petits terminaux, chargeurs solaires, pour que l'enseignant qui veut, il puisse acheter ça à $20 et tout ça. Il a l'énergie solaire, qui peut charger son téléphone. Comme il n'a pas besoin d'Internet, donc il peut utiliser la technologie, même dans les villages les plus pauvres et les villages les plus déconnectés du monde. C'est ça notre vision. C'est de dire que les gens qui sont en zone rurale en Afrique ne sont pas des sous-hommes. Et personne ne va avec la technologie vers eux comme si la technologie n'est faite que pour les zones urbaines. Donc en même temps, nous faisons la rupture avec les habitudes, même dans les zones rurales. Nous disons donc que Schoolab, c'est aussi ce changement de paradigme, qu'on peut être dans une zone abandonnée rurale, mais on se sert de la technologie pour bien faire. Il y a aussi cet aspect de choses et donc nous précédons la connectivité. Nous amenons la technologie là où les autres ne peuvent pas venir avec la technologie, parce que nous sommes africains. Parce que nous sommes Congolais, parce que nous sommes nés dans ces milieux-là. Je suis né au village, je n'avais pas de connexion Internet, je n'avais pas d'électricité. Alors j'ai eu la chance d'étudier, donc j'ai eu la connaissance. J'ai des développeurs, tout ça, les gens qui travaillent avec moi, qui ont aussi étudié. Alors nous réfléchissons pour que les gens qui sont encore au village comme nous on était, comment on les rapporte quand même la lumière. Mais ça, ce ne sont pas les autres de l'Occident ou de l'Orient qui viendront penser à nos villages parce qu'ils peut-être n'auront pas d'intérêt. Donc nous croyons fermement que ce que nous faisons, ça doit être pour tout le monde. On doit aller là-bas, on doit casser la fracture numérique. Parce que quand on va planter l'éducation de qualité dans la tête de chacun, c'est à ce moment-là que les choses vont évoluer. C'est à ce moment-là que le développement viendra. C'est à ce moment-là qu'il y aura évolution effectivement dans la vie de chacun de nous. Je
m'appelle Alex Joy, directeur technique chez Schoolab. Je suis chez Schoolab depuis 2018. Avec mes 5 ans à Schoolab, j'ai eu à participer à pas mal de projets. J'ai assisté à la première version de Schoolab, la première version qui ramenait l'option de l'ERP mais aussi l'option pédagogique avec les contenus. À la deuxième version aussi qu'on est en train de construire, sur lequel on s'est déjà mis d'accord sur comment est-ce qu'on va faire les choses et comment est-ce qu'on va pouvoir encore impacter au travers de nos solutions. On essaye de ramener la technologie qui s'adapte à notre contexte africain, qui s'adapte à notre contexte congolais, le contexte où on n'a pas assez de connectivité, le contexte où on n'a pas cette connaissance numérique. On s'adapte et nos solutions sont le mieux adaptées du marché pour le domaine de l'éducation. On travaille dessus de manière à le rendre encore beaucoup plus professionnel et beaucoup plus adapté pour tous nos clients, tous les élèves, tous les partenaires. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en créant Schoolab et en développant plusieurs applications derrière ça? D'abord, les défis liés à l'écosystème, parce que l'écosystème entrepreneurial en Afrique en général, c'est assez rigide, c'est assez difficile. Chaque pays avec ses réalités, bien sûr. Et donc, l'écosystème qui n'est pas souvent propice en termes de taux d'intérêt, par exemple. Si tu dois prendre un crédit, c'est compliqué parce que quand une société commence, dans d'autres pays aussi, il y a des fonds en capital risque, donc des investisseurs qui peuvent tout de suite voir juste une idée, juste un concept, juste une présentation, avant même de passer à l'implémentation. Il y a des gens qui mettent beaucoup de capitaux dans l'idée déjà, dans les fondateurs, pour qu'ils commencent, pour qu'ils avancent, pour les gens qui croient aux idées et qui viennent. Ça, c'est par rapport aux écosystèmes. Et donc, dans notre écosystème, ce n'est pas encore une mentalité optée. Mise en valeur. Ouais, voilà. Donc, nous sommes encore dans une mentalité où voilà, il faut à tout prix trouver un boulot. Ou bien, quand quelqu'un a un projet, bon, ça ne va pas marcher dans tous les cas, c'est compliqué. Les infrastructures ne sont pas là. Il y a trop de défis, tu vois. En même temps, on te dit non, les digitales, ce n'est pas encore le moment. Il n'y a pas encore l'électricité partout, il n'y a pas l'Internet partout, c'est compliqué, ça ne marchera pas. Mais quand vous réfléchissez, plus vous avancez, vous relevez des défis, vous résolvez des problèmes, vous améliorez le projet et ça avance petit à petit. Peut-être pas à la vitesse des croisières, mais il faut savoir chaque fois quand il y a un défi, vous pouvez le relever. Et donc il y a plein de défis. Donc les défis par rapport à l'écosystème, par rapport aussi à la mentalité. Voilà, où la mentalité n'accepte pas généralement les révolutions entrepreneuriales. Ah mais il se prend pour qui? Est-ce que ça va réussir, ça va pas réussir? Ça fait trop de critiques, fait parfois des proches, des trahisons, des histoires, c'est compliqué. Mais tout ça, ça fait partie de l'inconfort qu'on accepte quand on veut se lancer. Et on s'attend que ça va arriver et qu'on va les surmonter. C'est moi, en quittant un boulot stable pour me lancer, je savais ce qu'il y a comme conséquence. J'ai embrasé donc l'inconfort. J'aime parfois l'inconfort parce que quand tu vas vers l'inconfort, tu sors de ta zone de confort et ça te permet à grandir. Et donc les défis, c'est qui nous drive aussi. Et ça fait comme l'adrénaline. Quand tu as un défi, je dois les relever. Donc ça te fait marcher. En fait, et c'est ça les opportunités en même temps. Trop de problèmes, c'est trop d'opportunités. Et donc tu peux résoudre chaque problème en créant une entreprise. Après, ça devient plusieurs entreprises aussi. Donc ça fait qu'il y a un gros potentiel. Quand il y a beaucoup de problèmes, il y a des potentiels. Donc on aime ça aussi. C'est un avantage que nous avons aussi à des pays très développés. Je suis monsieur Labissila Christian Zoé, directeur général Schoolab RDC. Ces 5 premières années pour Schoolab, ça a représenté les sacrifices parce qu'il fallait entreprendre, il fallait commencer une entreprise EdTech qui devrait avoir des bonnes racines. Nous avons eu à travailler dans plusieurs projets. Nous avons fait Massimanimba, Kikwit, Idiofa, j'ai fait Isiro, 9 mois. Cela n'a pas été facile parce qu'il fallait s'oublier soi-même pour le bien de tous. Nous avons vraiment vu une population qui avait besoin de la connaissance des services que nous mettons à leur disposition. Et nous pensons que nous pouvons encore faire mieux. Voilà pourquoi chacune de nos actions, lorsque nous avons des victoires, ce n'est pas un motif de joie et de satisfaction. On s'est dit que non, on peut s'arrêter là. Non, non. C'est un motif où on s'est dit, ça va, on peut faire ça. Mais après, on s'est dit, on peut encore faire mieux. Voilà pourquoi chaque année, nous recherchons l'excellence et nous recherchons toujours à aller loin. L'expansion internationale a débuté en 2023 avec l'ouverture du bureau à Dubaï, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Aujourd'hui, avec plus de 43 employés répartis dans 6 pays en RDC, aux Émirats Arabes Unis, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Kenya et en France. Ils touchent plus de 2 millions d'élèves chaque année grâce à leurs services numériques vendus au gouvernement et aux écoles. Kinshasa. On va à Kikwit. J'aime bien cette route, ce voyage, j'adore. Ça m'a beaucoup manqué, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait ça. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs de nos débuts, 2016, 2017, 2018. Quand je vois encore comment c'était,
pénible de faire cette route dans des conditions compliquées parce qu'on devait voyager pour aller chercher des clients en province. Et on a commencé à Kikwit, dans le Bandundu. Et l'ITPK, là où nous allons maintenant, c'est mon école en fait. C'est là où j'ai étudié, une très bonne école chez les Jésuites. Et ça m'a formé. Primaire, j'ai fait un peu à plusieurs endroits parce qu'on était un peu comme des nomades. Papa, on le imitait tout le temps dans son travail. Mais par contre, le secondaire, tout du début à la fin, j'ai fait à l'ITPK. Donc je suis arrivé tout jeune, j'ai passé des thèses. Donc c'est là où j'ai vraiment eu la base de mon éducation. Avec des enseignants incroyables. Les jésuites sont déjà des gens rigoureux. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils maintiennent cette rigueur dans l'enseignement. J'ai parlé avec des responsables, le père des études, qui est un ami avec qui on a étudié aussi. Il est aujourd'hui directeur des études. On y va, on va les visiter. Ici, d'abord, au début, c'était comme vous avez un concept, mais vous ne pouvez pas le tester tout de suite dans une grande ville. Comme Kinshasa, c'était compliqué. Alors, comme j'ai étudié à Kikwit, j'avais commencé à Kikwit. Donc, je suis allé voir les pères jésuites, les pères de l'ITPK. J'ai expliqué que j'avais une idée, voilà comment je pense faire, les contenus et tout ça. Et voilà, les pères jésuites m'ont fait confiance. C'était la première école en fait qui m'a accepté, qui a accepté School Up. Et voilà, j'ai commencé à l'ITPK avec des premiers projets, les contenus, les enseignants qui ont produit des contenus sur place à Kikwit et tout. Donc, le dernier voyage, quand j'ai quitté Kikwit, c'était en 2018. J'ai quitté l'ITPK pour Kinshasa. Je suis allé en Suisse à Seedstar, Paris, Vivatech. Et puis voilà, ça a avancé vite. Le président nous a reçus plusieurs fois. On a travaillé le ministère national. Aujourd'hui, 5 ans après, j'ai dit qu'il faut maintenant que j'aille rendre compte à l'école qui m'a formé, aux pères jésuites qui m'ont donné la chance pour la première fois. Je suis très heureux. Je suis venu de Dubaï pour aller à Kikwit, voir mon école, parler aux élèves, remercier les enseignants, leur faire quelques cadeaux. Et donc je vais aussi dire à ces enseignants de continuer à former les jeunes, de continuer à s'investir parce que c'est une école très très rigoureuse, de très bonne qualité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, nous sommes les fruits de l'éducation. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'en fait au Congo, comme on dit, ce n'est pas du genre l'éducation est catastrophique. Souvent nous on croit toujours que notre pays tout ne va pas bien. Non, le Congo n'est pas mort en fait. Tout n'est pas catastrophique. Il ne faut pas dire l'éducation est béba et koufa. Non, 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 non. Il y a des problèmes, oui, mais l'éducation aussi est de bonne qualité. Quelque part, il y a des bonnes écoles, il y a des bons enseignants. Nous, on a été formés au Congo, 100% congolais, 100% formés au Congo. École, université au Congo. Aujourd'hui, on a l'entreprise à Dubaï, au Bénin, en Côte d'Ivoire. On va même en France, on travaille avec des Français. Nous avons même des gens, des collaborateurs, des employés qui sont français. Mais l'entreprise, nous avons créé au Congo. Et nous avons étudié tous presque au Congo. Donc, on a été bien éduqués, on a été bien formés. Il faut qu'on arrête de croire que le Congo, c'est la maladie. Le Congo, c'est mort. C'est ça aussi le message que j'aime toujours donner, en fait. Le chemin vers Bandundu, j'adore ce chemin-là. J'aime faire cette route parce que ça m'inspire beaucoup, ça me motive, ça me donne de l'énergie, ça me rappelle les difficultés qu'on a eues au début. Et ça me permet de continuer à me ressourcer à la source, à prendre encore beaucoup d'inspiration, rencontrer les enseignants, les clients, les élèves, les parents qui nous ont formés, qui nous ont aidés et continuer les chemins. Parfait. Voilà. Donc on est en train de partir là. En 2020, l'ère levée de fonds des 500 000 $ a marqué le début des activités commerciales, menant à un partenariat avec le ministère de l'EPSP et au lancement réussi de la numérisation du processus d'inscription aux examens d'État en 2021 et 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu avoir le fonds des 500 000 $ pour arriver à plus de 1 million, en dépassant même 1 million? Bon, la levée de fonds d'abord, c'est juste une étape dans la vie d'une start-up, d'une entreprise. C'est pas vraiment de la réussite, c'est juste une étape. C'est normal. Dans tous les pays normaux, les gens lèvent des fonds pour des projets qui soient sérieux, pour des projets qui soient de qualité. Donc, avant même de parler de levée de fonds, je crois qu'il
Il faut que j'insiste sur le fait que la levée de fonds, c'est une conséquence de la pertinence de votre solution, de votre projet. Donc les gens doivent plus se focaliser sur son projet, créer de la pertinence, de la valeur pour que si l'investisseur voit, il vient, il finance. Et aussi, la levée de fonds, c'est juste une étape, comme je disais, qui permet de passer à une autre étape. Donc avant la levée de fonds d'abord, on n'avait pas de financement. Mais j'avais déjà quitté le boulot parce que je savais que je dois créer les projets, je dois investir le temps. C'est d'abord le premier capital humain, c'est l'investissement en termes de temps personnel, les sacrifices, de la galère, ainsi de suite pendant 2-3 ans. Où tu vis dans ça, tu acceptes ça. Et après, quand le projet est pertinent, on lève des fonds. Oui, on a levé 500 000 $ environ en 2020. Après, on a donc remboursé ce montant-là avec des intérêts pour continuer notre croissance. Parce que notre vision, c'est d'aller plus loin dans plusieurs pays où on est déjà aujourd'hui dans 5 pays, 4 ans après, et nous continuons la croissance. En fait, on n'est pas encore satisfait. Et ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'on fait qui nous motive au quotidien parce que nous sommes drivés plus profond de nous-mêmes, nos équipes, par la mission que nous avons, par la vision que nous avons, celle de transformer l'éducation en Afrique, de sortir les gens de la pauvreté grâce à l'éducation de qualité par la technologie. Nous croyons fermement à cela et nous sommes drivés par ça. Ce qui fait que les réalisations qui sont en cours de route, ce que nous faisons déjà actuellement, c'est déjà bien, nous atteignons nos objectifs annuels, chaque année nous dépassons. C'est juste des objectifs, mais la vision reste la même. On doit aller jusqu'au bout, transformer l'éducation, accompagner les structures de l'État, accompagner les écoles privées, accompagner le parent, les élèves pour qu'ils accèdent aux meilleurs contenus et vraiment développer intégralement l'homme par l'éducation, par la technologie. Pour que les prochaines générations, dans les 30 prochaines années, qu'on ait des enfants qui ont de meilleures connaissances, qui ont été bien rodés, qui ont toutes les formations, qui savent que je peux être entrepreneur aussi, je peux aussi être médecin, voici les résultats, voici les conséquences, voici comment les autres ont fait, voici aujourd'hui le monde, je peux quitter mon village, je peux aller à Dubaï, je peux aller en France, tout est permis. Donc qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait une révolution mentale pour qu'en fait, les générations futures puissent changer ces pays. Nous participons au changement de paradigme et nous posons aussi quelques bases à notre niveau, chacun à son niveau, pour que des générations futures puissent déjà trouver quand même un petit chemin et qui puissent ouvrir pour que les pays, les continents se développent. My name is Umba. I'm the Human Resource Manager at Schoolab, and I joined Schoolab in April this year, 2023. I just want to appreciate Schoolab because we've really impacted Congo very great, especially for students in the rural and urban areas with our content. I believe that we are really impacting lives and we are really changing lives because education is the beginning of, to do great things. So I really want to thank Schoolab, the initiative, and I want to thank the CEO, Pascal Kanik, really for this initiative and also for the opportunity he has granted me to work together with them as a family and as a staff as well. I'm sure this vision has really gone. Moi, je crois que la technologie aujourd'hui, ça sauve des vies déjà. La technologie sort de l'ignorance parce que la technologie, l'Internet, par exemple, c'est comme une source de savoir. C'est vrai qu'il y a des effets aussi qui ne sont pas toujours bons. La dépravation de mœurs avec les réseaux sociaux, par exemple. L'acculturation, c'est aussi des effets pas intéressants de la technologie. Et nous venons avec l'alternative de la technologie qui soit importante ou qui soit utile pour la société. Donc, moi, je crois fermement que l'autoroute de l'information, c'est la technologie. L'autoroute du savoir, c'est la technologie. Et donc, nous devons faire en sorte qu'on n'attende pas que des autres viennent aider nos frères qui sont dans des zones, surtout rurales d'abord, pour accéder à la technologie de qualité, mais aussi aux connaissances. Moi, beaucoup de choses que je fais aujourd'hui en entrepreneuriat, j'ai appris et je continue à apprendre sur YouTube, par exemple. Il y a plein de formations sur Internet, dans les plateformes en ligne. J'ai fait mon master à une université de France à distance. Donc, ça veut dire que la technologie me permet, moi, de me développer. Et je crois que ce que nous faisons aussi avec Schoolab, c'est qu'on veut aider les gens à se développer grâce à cette technologie, mais adaptée au contexte africain. C'est ça notre différenciation. Et donc, à un moment donné, nous devenons très compétitifs sur notre marché. C'est-à-dire nous sommes à domicile. Donc, quand vous venez à domicile, vu qu'on a tellement connu le marché, on a développé des solutions adaptées à nos fins fonds. C'est difficile donc de nous battre et donc nous serons très heureux d'être ceux qui apportent vraiment les solutions à nos communautés.
l'entrepreneuriat, il y a aussi des stress, comme là vous avez dit, il y a des risques à prendre, il y a des pressions en termes de travaux que vous devez faire. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Bon, dans tout le travail, chacun à son niveau, il y a les stress. Quelqu'un qui est restaurateur a des stress à gérer. Quelqu'un qui est juste employé dans une entreprise, même une très petite entreprise, il a aussi ses stress à gérer. Ça dépend. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui ont des stress. Dans la famille, même si tu ne travailles pas, tu as des stress. Donc, il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est un paradis. Il ne faut pas aussi croire que c'est un enfer. C'est juste la vie. Donc, ce n'est pas bien pour tout le monde. Et ce n'est pas mauvais pour tout le monde. Ça dépend, comme je disais, de la vision et de ce qui te pousse à entreprendre. Si tu es drivé par une vision qui est noble, qui est plus grande que toi, qui a une cause immatérielle d'abord, tu le fais vraiment parce que tu veux changer quelque chose, le stress, tout ça, ça ne va pas t'affaiblir en fait. Ça sera des tremplins. Et quand ça arrive, tu acceptes que je suis actuellement dans la merde, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Exactement. Tu vois, donc tu acceptes les situations stressantes, tu acceptes les difficultés et tu essaies juste de dire qu'est-ce que je fais pour avancer maintenant. Donc, il ne faut pas avoir peur du fait que c'est compliqué. Non, aime juste ce que tu fais et sois sûr que tu as suffisamment mûri ta décision d'entreprendre pour que peu importe les vents et marées, tout ce qui viendrait des turbulences, que tu sois en mesure de continuer. Donc, si quelqu'un veut être entrepreneur, il doit avoir des choses qui ne doivent pas manquer dans son dictionnaire, comme la persévérance, la résilience, la détermination, la discipline et le travail intense. Un entrepreneur doit travailler toujours 5 fois plus que quelqu'un qui est salarié. Parce qu'au début de l'entreprise, tu fais tout. Tu es comptable, tu es financier, tu es marketeur. Donc, tu dois être prédisposé à affronter toutes ces réalités. Travailler beaucoup, rester focalisé, déterminé, discipliné, persévérant, c'est tout ce qu'il faut.